Peut-être le TER et Air Sénégal, l'opposition face aux affaires judiciaires, Karim Wade, Khalifa Sall, Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko, le Sénégal prenant la présidence de l'Union africaine. Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 2 janvier 2022 Mehdi Ba, journaliste à Jeune Afrique, et Dame Babou, correspondant du groupe Sud Communication aux États-Unis. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop, ce dimanche 2 janvier 2022, de 10h à 11h sur e-Radio, la première radiovision du Sénégal. Dimanche 2 janvier 2022, bonne année à tous et à toutes ceux qui suivent l'Air du Temps. Avec plaisir, le groupe Emedia vous présente ses vœux d'une année de santé, de prospérité, et surtout de santé, parce que c'est une question fondamentale aujourd'hui de nos jours. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Mehdi Ba, qui est notre confrère, journaliste à Jeune Afrique, et Dame Babou, qui est correspondant de Sud de Communication aux États-Unis. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le président Macky Sall a fait son discours à la nation. Il s'est prononcé sur son bilan, a parlé de beaucoup de questions. Mais il y a d'autres questions qui étaient attendues par les Sénégalais qui n'ont pas été abordées parce que justement la traditionnelle conférence de presse après le discours présidentiel n'a pas eu lieu cette année. Nous allons peut-être parler des questions qui n'ont pas été abordées. Mais débat le mandat. On en parle, troisième mandat de Macky Sall. Il y a eu beaucoup de supputations sur ce mandat. Oui, non, peut-être, on va voir. Beaucoup de questions. Pourquoi cette tergiversation, à votre avis ? Oui, effectivement, moi je me pose la question comme vous et j'ai fait récemment un article où j'ai essayé de replacer cette question dans la durée. Ce qu'on a constaté récemment, je pense que la dernière fois où le président Macky Sall s'est exprimé, c'est face à nos confrères de RFI et de France 24, c'était il y a quelques jours, moins d'un mois. Et donc, on est resté dans cette incertitude d'un président qui, de manière assumée, disait « je ne vous dirai ni oui ni non ». Vous direz ni oui ni non, c'est vrai que ça peut poser question parce que si vous voulez, il y a une constitution au Sénégal. Le Sénégal est un vieil état de droit et cette constitution, elle a un article qui est très clair et qui dit que nul ne peut briguer plus de 2 mandats. Enfin, je n'ai plus la formulation exacte en tête. Alors pourquoi laisser planer le mystère ? Parce qu'en fait, je pense que pour normaliser la situation au Sénégal, et là, je pense qu'il y a une réserve à avoir sur la manière dont le président Macky Sall a exprimé les choses, c'est quand il dit que si jamais il se déclare aujourd'hui, candidat ou non candidat pour un 3e mandat, eh bien, ça va créer des problèmes au sein de sa majorité parce qu'il y a des gens qui vont commencer à vouloir candidater avant l'heure. Bon, et bien, si jamais il a un ministre qui veut faire campagne trop tôt, eh bien, il le fait sortir du gouvernement et puis voilà. Mais le problème, c'est que cette incertitude, moi, je ne pense pas qu'elle soit très positive pour le Sénégal. Bon, on a vu ce que ça a donné sous Abdoulaye Wade. Il faut quand même, je voudrais juste rappeler une chose qui me semble importante. Le Sénégal a été précurseur en termes de limitation du nombre de mandats. Au Sénégal, la réforme sur la limitation du nombre des mandats, elle date de 2001, au tout début du premier mandat d'Abdoulaye Wade. En France, à titre de comparaison, elle date de 2008, 7 ans plus tard. Voilà. Le problème, 2018. 2008, enfin, sous 2008. Nicolas Sarkozy, 2008 pour la limitation à 2 du nombre maximum de mandats. Donc le Sénégal a été précurseur sur cette question par rapport à la France. Il l'a inscrit dans sa constitution en 2001. Le problème, c'est qu'on sait ce qui s'est passé en 2012 et pour l'instant, tout le monde en est réduit aux conjectures quant à savoir comment se positionnera le président Macky Sall. Moi, personnellement, je pense que le stade maintenant pour un pays comme le Sénégal qui a été précurseur pour inscrire dans son texte fondamental la limitation des mandats, et bien maintenant, c'est de savoir comment le gérer. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer, par exemple, que le président Macky Sall dise « il y aura une primaire dans mon camp, à telle échéance, 6 mois avant l'élection. Et c'est à ce moment-là qu'on désignera qui sera le candidat. Et ça permettrait donc qu'il puisse gouverner comme il le souhaite et comme il a raison de le souhaiter le plus longtemps possible. Et puis qu'à un moment donné, 6 mois avant l'élection, il y ait ce choix, cet arbitrage qui soit fait d'une manière qui soit codifiée. Dans cette interview, dans Babou, le président a dit en tous les cas, je vais respecter la Constitution et l'esprit démocratique au Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? Bon, moi, je n'ai jamais pris au sérieux ce débat-là sur le 3e mandat. Pourquoi ? Parce que, imaginez, ce qui agite le débat et de manière permanente, c'est l'opposition. Pourquoi ? Parce que la question est tellement impopulaire que c'est impossible que Macky Sall puisse penser une seule minute faire un 3e mandat.
soit la rue va le lui interdire, ou bien on le fera comme on a fait à Abdoulaye Wade. C'est aussi simple que ça. Un troisième mandat, notre sociologie, la démographie de notre pays, notre histoire récente font que c'est un débat qui n'est pas sérieux pour moi. Je pense que réellement, c'est parce que pour la presse, nous, au niveau des médias, c'est un débat facile, c'est pour ou contre. Donc on aura toujours l'occasion d'organiser des combats de coq entre des gens qui sont hostiles et des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui n'osent pas le dire, etc. Mais ce n'est pas un débat sérieux par rapport aux questions vitales du Sénégal aujourd'hui. Et ce qui est quand même intéressant, vous avez reçu le secrétaire d'État américain, ici, à Immédiat. Tony Blinken. Anthony. Quand vous lui avez posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Exactement les mêmes mots, la même phrase que Macky Sall à RFI. Je ne ferai jamais, Macky Sall ne fera jamais rien qui soit contraire à la démocratie et à la constitution sénégalaise. C'était comme si on l'avait envoyé pour délivrer ce message qu'on a confirmé à RFI et à France 24. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de cette phrase-là? Personne n'a fait la connexion entre les deux. Mais pour moi, je pense que du point de vue juste du débat politique, ce débat arrange Macky Sall réellement. Mais il y a un député quand même qui a attiré l'attention des Sénégalais sur le fait que la nouvelle réforme qui a été introduite à l'Assemblée nationale, que 5 députés peuvent changer la Constitution. Moi, je ne pose pas le problème en termes de procédure, de droit ou de réforme. Politiquement, si c'est possible, on le fera. Tout président ici en Afrique ou ailleurs qui pourrait changer pour rester au pouvoir le ferait. Mais politiquement, ce n'est pas possible. Vous connaissez notre grand frère à nous, Alassane Alpha Condé. Tout le monde lui avait dit, ne le faites pas. Si vous le faites, vous ne pourrez pas gouverner. C'est impossible. Ce n'est plus possible d'avoir quelqu'un pendant 12-15 ans à la tête de nos pays aujourd'hui. Ce n'est pas un débat de procédure. La procédure, elle est toujours possible. On trouvera toujours un juriste tailleur qui va vous donner une porte de sortie. Ça, c'est évident. Mais pour moi, la question se pose de manière politique. Mais si on dit que 5 députés peuvent changer la Constitution, est-ce que ce n'est pas un signal, ça, Mehdi? Mais alors là, Alassane, je vous avoue, je n'ai pas connaissance de cette... Tout dernièrement, un député de l'opposition a attiré l'attention des Sénégalais sur ça. On n'a pas très bien entendu. Sur le fait que c'était possible ou sur le fait qu'il proposait une réforme? Oui, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec la nouvelle Constitution, avec 5 députés, on peut changer la Constitution. En tout cas, à ma connaissance, à ma connaissance, hein, mais désolé si je ne suis pas à la page, mais en tout cas, pour modifier une disposition aussi importante que la durée du mandat ou que la question de la limitation de la durée des mandats, vous avez 2 voies, à ma connaissance, au Sénégal pour le faire, qu'on puisse initier avec 5 députés, peut-être, mais en tout cas, vous avez le choix entre soit un référendum populaire, soit le vote de l'Assemblée nationale au 3/5e. Même là, c'était éliminé. Même la loi organique, par le vote de l'Assemblée nationale, c'est seulement par voie référendaire. Seulement par voie référendaire. Donc, de toute façon, on ne peut pas imaginer, bien évidemment, qu'une disposition comme celle-là serait changée. Qu'on puisse initier un projet, c'est une chose, mais la question, c'est comment ce projet, ensuite, est entériné. Moi, à ma connaissance, il y avait toujours l'option du vote au 3/5e de l'Assemblée nationale, du vote qualifié. Bon, on vérifiera. On est désolé pour vos téléspectateurs et auditeurs de pas avoir la réponse formelle, mais en tout cas, non, bien évidemment, on ne modifie pas une constitution sans un vote qualifié qui relève soit de la souveraineté populaire, donc du référendum, et dans certains pays, et donc ça a peut-être changé récemment au Sénégal sans que je le sache, un vote qualifié, c'est-à-dire que ce n'est pas la majorité, c'est la majorité au 3/5e. Ouais. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir de tripatouillage. Voilà. En revanche, il peut y avoir ce qu'on a vu en 2012, voilà, c'est-à-dire une interprétation par le Conseil constitutionnel, un président qui cherche à passer en force et qui demande l'arbitrage d'un Conseil constitutionnel qui lui-même entérine, et ensuite une controverse, et ensuite des manifestations, et ça n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. Puisque le Sénégal a été précurseur dans le fait de vouloir limiter la durée des mandats, que le Sénégal s'y tienne et que chaque président, quel qu'il soit, joue le jeu, et voilà, et considère qu'au terme de son 2e mandat, on a vu ce que ça a donné, Dambabou l'a rappelé, en Guinée, en Côte d'Ivoire, là aussi, il y a eu une forme de... Voilà, il faut que l'Afrique se respecte, et il faut que l'Afrique, quand elle édicte elle-même des règles, hein, parce qu'elle l'a fait spontanément, mais qu'elle les respecte, et puis que les gens partent du principe. Vous savez...
Abdou Diouf a fait beaucoup de mandats, comparé à même à Abdoulaye Wade, et Senghor, pareil. Mais ils sont chacun partis par le haut, à leur façon, à une époque donnée. Bon, moi je pense que Macky Sall donnerait un bel exemple, et que je pense qu'il resterait dans l'histoire politique du Sénégal s'il était le premier chef d'État depuis 2001, quand on a adopté cette limitation des mandats, à se l'appliquer à lui-même sans chercher à faire du Wahalé. Voilà. Donc la balle est dans son camp, c'est à lui de décider, il l'a rappelé, il l'annoncera quand il l'annoncera. Souvenez-vous juste, et je termine, que Abdoulaye Wade, la question de sa troisième candidature, elle s'est posée le 23 décembre, quand il a été désigné par le PDS, le 23 décembre 2011. On était à moins de 2 mois du scrutin. Bon, il reste du temps. Je veux dire que c'est le droit, par contre, de Macky Sall de ne pas faire de déclaration particulière avant un temps très réduit avant l'élection. Mais la question, c'est l'issue. Qu'est-ce qui sera décidé in fine? Et même pour la Côte d'Ivoire, avant de passer, peut-être, même pour la Côte d'Ivoire, retenons que la Côte d'Ivoire était tellement traumatisée que personne ne voulait dans notre conflit encore ouvert, armé. C'est un consensus en Côte d'Ivoire aujourd'hui que personne ne veut retourner avec les armes à la main dans la rue. Sinon, ça aurait posé un sérieux problème. Mais ici, c'est une question politique. C'est une question politique. Macky Sall n'est pas le seul à avoir un appareil politique sur place. Et les populations ne permettront pas ça, je le pense. Et le TER qu'on vient d'inaugurer avec Air Sénégal, est-ce que c'est des projets qui peuvent aujourd'hui faire bouger l'économie du pays? Faire bouger l'économie du pays? Le TER, je pense que ça marque, en termes économiques, ça a été déjà un gros investissement. Bon, les chiffres, je ne les ai pas en tête. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de modernisation du pays, c'est comme la création, c'est comme l'AIBD, c'est comme Air Sénégal qui continue de se développer avec de nouvelles connexions, avec de nouveaux appareils. Moi, le TER, je l'ai emprunté la veille de son inauguration officielle. Je l'ai écrit dans Jeune Afrique. J'ai fait un article récent au lendemain de Noël. Moi, j'avoue que j'ai été très impressionné. Voilà, j'ai été très impressionné par la qualité de l'infrastructure. Alors, bien évidemment, on est encore sur un réseau qui est embryonnaire. On ne va pas encore à l'AIBD. On espère que les délais qui sont annoncés, je crois que c'est dans 1 an que le tronçon est censé aller jusqu'à l'aéroport, parce que c'est bien évidemment clé de pouvoir relier Dakar à l'AIBD. Et puis, il y a d'autres projets d'extension. Mais en tout cas, d'avoir réinstauré le ferroviaire et ses transports interurbains, quand on connaît la situation d'engorgement routier à Dakar, dans sa périphérie, dans la région de Dakar qui concentre une partie absolument colossale de la population sénégalaise, moi j'avoue, et puis la qualité de l'infrastructure, aujourd'hui, espérons que ça va durer, que l'entretien, que la manière dont les usagers vont respecter les infrastructures permettra qu'on puisse dire la même chose dans 1 an. En tout cas, moi je pense que c'est évidemment un progrès extrêmement intéressant, important pour le Sénégal et notamment pour sa partie la plus peuplée, qui est donc la région de Dakar. Et moi, j'avoue que j'ai été très impressionné par ce TER. Est-ce que le TER et Air Sénégal, avec la flotte qui est renforcée tout récemment, sont des boosters de l'économie sénégalaise? Bien sûr que je le crois. Mais je pense qu'on n'a pas donné le récit qu'il faut. Si on nous disait que si on sort 115 000 personnes par jour de Dakar et on les ramène, en fait on les amène et on les ramène dans la banlieue, cela veut dire c'est le lopin de terre à Dakar qui va baisser de prix énormément parce que les gens vont vivre dans la banlieue. Le loyer, ça prend un impact sur le loyer. Sur le loyer et sur la Dakar-ville, centre-ville. Et sur tout ça. Si on le fait, ce sont les hôpitaux et les centres de santé de Dakar qui vont respirer. Si on le fait, c'est toute l'économie sur la route. Nous, les gens de mon âge, plus de 60 ans, se rendent compte du rôle économique que les gares jouaient dans le Sénégal post-colonial, dans le Sénégal indépendant, au début des années 60 et jusqu'aux années 70. On a laissé tomber, se dégrader, disparaître. Voilà le récit. Moi, je pense que le TER, on doit faire en sorte que ça aille le plus loin possible. Maintenant, Air Sénégal, aujourd'hui, probablement, va compter sur le marché extérieur plutôt que sur le marché intérieur. C'est pas du fait simplement de l'étroitesse du territoire, du fait simplement de la démographie des villes, mais toujours c'est utile et on doit se projeter dans 50 ans, dans 60 ans, comment je peux quitter Saint-Louis, venir travailler à Dakar et descendre à l'aéroport, avoir un parking qui fait travailler beaucoup de gens, je laisse ma voiture
à la gare et je quitte Saint-Louis pour venir à Dakar travailler et rentrer prendre ma voiture pour aller passer la nuit dans un village qui est loin de Saint-Louis, quand il y a des routes, il faut se projeter, c'est beaucoup plus que simplement des wagons qui sont confortables, beaucoup plus que des chaises très jolies, etc. etc. Mais certainement rêver d'un train qui quitte Dakar, qui passe par Saint-Louis, Podor, Matam, Bakel, Ziguinchor, jusqu'à Ziguinchor, qui fait le tour du pays, qui relie le pays. Avant de commencer, je disais à Madi que je suis absolument sûr qu'en 1966, le Sénégal avait fait de sa priorité une voie ferroviaire Dakar-Ziguinchor, la rébellion en Casamance n'aurait pas eu lieu. Si l'économie casamançaise qui produit énormément de biens que les centres urbains pourraient utiliser étaient connectés aux autres villes, personne ne demanderait le détachement de la Casamance du Sénégal. Je pense que c'est ça le récit qu'il faut donner à ces efforts énormes. Et surtout, qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas garder les semences parce que les enfants ont faim aujourd'hui. Quel que soit le niveau de famine qu'on a, il faut garder des semences, il faut investir et il faut aller de loin. On ne peut pas me dire ce ne sont pas les priorités sont ailleurs, les gens n'ont pas de quoi aller au centre de santé, à côté les gens n'ont pas de quoi, le panier de la ménagère et tout ça, ça existe. Mais si on ne garde pas les semences et les cultiver, on n'en sortira pas de là. Donc moi je pense que le récit, c'est pas simplement nous sommes les plus modernes. Moi, chaque fois que j'entends quelqu'un me dire comparer le Sénégal à d'autres, je n'aime pas beaucoup. Il faut comparer le Sénégal à ses propres possibilités. C'était le cas, la plus belle corniche de Dakar, le plus moderne train de l'Afrique. C'est pas ça la possibilité. Ce n'est pas de faire mieux que les autres, c'est de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on pourrait faire si on ne fait pas l'effort. Et on a connu 20 ans de stagnation dans ce pays-là et on a laissé le pays se dégrader avec une maintenance tellement minime. Je pense qu'aujourd'hui, que depuis 2000 en particulier, à commencer par le président Abdoulaye Wade, qu'on secoue vraiment le cocotier et avoir de l'audace, je pense qu'on ne peut pas dire non, ce ne sont pas les priorités. Le train peut avoir un impact sur la location à Dakar, ceux qui vont aller dans les régions, ou dans les villes et dans la banlieue, ça peut avoir un impact sur la location très chère en ville. Ben oui, c'est vrai qu'il y a eu une inflation des loyers absolument colossale pour plein de facteurs. Je ne suis pas un spécialiste de cette question en particulier, mais il est bien évident, Dambabou vient de le dire, il est bien évident que lorsque vous pouvez, dans quelque temps, rallier une ville qui se situe à, je sais pas, à 70 km, à 60 km, enfin dans la grande banlieue, et que vous pouvez, dans des conditions de confort et de rapidité, aller travailler au plateau, bien évidemment, mais ça va contribuer. Et puis, c'est vrai que le principe même de Diamniadio, ou de vouloir comme ça désengorger Dakar, qui est quand même un des projets phares du président Macky Sall depuis sa première élection, bon, ben, tout ça, effectivement, ne peut pas fonctionner sans sans un système de transport interurbain tel que le TER le préfigure aujourd'hui. Voilà, donc, bien évidemment, je pense que c'est pour le transport de marchandises. Et après, la question, c'est de savoir quelle est la priorité à l'échelle du pays. Parce qu'il y a un projet important qui consiste à réhabiliter des aéroports à travers le pays depuis, je crois... Saint-Louis, Cap-Skirring. Voilà, absolument. Alors, très bien, il y a une compagnie nationale, ça peut avoir un sens, ça permet des interconnexions pour des gens qui ne vont pas venir par la route à Dakar pour ensuite prendre un avion pour New York, comme Dambabou, ou pour Paris, comme moi. Mais simplement, je pense qu'effectivement, si le TER peut aussi être un exemple qui permet de réhabiliter un système ferroviaire pertinent pour les populations et d'un niveau important, parce que c'est vrai que parfois prendre un vol, venir 2 heures à l'avance, faire 1 heure de trajet jusqu'à l'aéroport pour un vol de 40 minutes, bon, parfois un train, ça peut être quelque chose de... Voilà, donc le ferroviaire, me semble-t-il, il y a une trace qui a été lancée. Bon, de la même manière qu'on a refait un nouvel aéroport avec l'AIBD et qu'on a lancé une compagnie aérienne, une première fois ça a raté, puis on l'a relancé une seconde fois, et là ça semble être quand même une compagnie qui avance et qui va de l'avant. Ben voilà, maintenant le ferroviaire, je pense que c'est quelque chose que le Sénégal doit essayer de développer au mieux. Je ne sais pas quels sont les projets au niveau de l'État, mais en tout cas, je pense que c'est assez encourageant et qu'on peut envisager d'aller plus loin. Si je peux dire un mot juste sur sur l'impact. Vous pouvez imaginer si on a un réseau ferroviaire dense,
la conséquence sur les accidents sur la route, le maintien de nos routes pour les besoins vitaux, la diminution des accidents, ses conséquences sur le taux d'assurance pour les voitures. Et tout ça, et on peut continuer à citer et à citer et à citer des effets positifs sur l'économie et sur la vie des Sénégalais. Parce que déjà, on voit le remous au niveau de AFTU qui a le transport routier avec des voitures. Ils disent qu'ils vont aller en grève parce que le gouvernement ne les écoute pas. Mais certains estiment peut-être que le TER peut jouer sur la baisse des prix des transports. Ça fait, moi, je me souviens quand j'étais tout petit, un de mes grands-pères, quand on a amené les machines, les semoirs, il a vu ces semences et on voit le rythme avec lequel la machine sortait les graines. Il a cassé la machine. Depuis l'histoire, chaque fois qu'il y a une découverte moderne, chaque fois qu'il y a une avancée moderne, il y a des métiers qui disparaissent, il y en a d'autres qui vont en souffrir avant de s'adapter, mais ça ne nous empêche pas vraiment de développer, quoi. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit Mediba, journaliste à Jeune Afrique, et Dambabo, correspondant de Jeune Afrique, correspondant de Sud Quotidien aux États-Unis. Le troisième point de notre débat concerne aujourd'hui les affaires judiciaires. L'opposition face aux affaires judiciaires, et à l'affaire Karim Wade, Khalifa Sall, Sonko, Barthélémy Diaz. Comment peut-on réaliser ou analyser ces questions aujourd'hui au Sénégal? Écoutez, moi, On va vers des élections, le président parlait de non-violence, entre autres, a demandé que chacun aille voter dans le calme. Ces dossiers sont là, sur la table. Oui, là, on est obligé de constater que d'une élection à l'autre, il y a toujours, pour un candidat quand même non anecdotique, voire important, un empêchement judiciaire. Moi, personnellement, j'ai commencé à couvrir le Sénégal pour Jeune Afrique. Je m'intéressais au Sénégal depuis bien plus longtemps, mais donc on était il y a 9 ans tout juste, début 2013. Donc en fait, on était à la veille de la mise en cause devant la justice de Karim Wade. Bon, et depuis, j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de mon temps, en tant que journaliste qui gère l'actualité politique, à traiter plus de justice que de politique. Parce qu'en fait, au Sénégal, traiter de politique vous amène à couvrir des affaires judiciaires et vous fréquentez plus les avocats au fond que les hommes politiques, ou en tout cas au moins de manière équilibrée. Alors là, on sait qu'effectivement, il y a quand même la tête de liste d'une des principales coalitions, donc Barthélémy Diaz, qui est candidat à la mairie de Dakar, mais qui est sous le coup d'un procès en appel, qui, si jamais la peine était plus forte que celle qu'il a eue en première instance, pourrait modifier la donne. On sait que Khalifa Sall, qui était quand même un homme politique loin d'être anecdotique, s'est retrouvé inéligible, que Karim Wade, qui est désigné depuis 2015 candidat du PDS, est inéligible. Bon, je pense qu'il y a eu quand même une judiciarisation de la vie politique sénégalaise qui pose question, voire qui pose problème. Non pas que voilà, une décision de justice est une décision de justice et j'ai pas à la discuter, mais je me rappelle d'un article que j'avais écrit autour de 2015 ou 2016, je sais plus exactement quand, pour Jeune Afrique, où j'avais fait le décompte du nombre de leaders politiques qui étaient passés par la case prison. Je crois que l'article s'appelait comme ça, quand l'opposition passe par la case prison. Le chiffre était quand même assez édifiant. Voilà. Alors, moi, je ne peux que constater, je ne sais pas comment on peut remédier à ça, mais il y a une judiciarisation de la vie politique sénégalaise depuis en tout cas le début de la période du premier mandat de Macky Sall, qui quand même, pose question et à mon avis n'est pas un facteur. Là, je termine juste en disant que Ousmane Sonko, mais là ça n'a rien à voir avec l'État, c'est une plainte d'une citoyenne sénégalaise, je ne vois pas de lien direct avec l'État, mais on a vu ce que ça a donné, vous savez, il y a un peu moins d'un an, et Dakar et d'autres villes ont commencé à flamber. Bon, ces affaires judiciaires qui impactent des personnalités politiques de premier plan, c'est clair que c'est quelque chose qui est préoccupant et qui est facteur, à mes yeux, plus d'instabilité que de stabilité. Et la question d'amnistie agitée par rapport à Khalifa Sall, par rapport à Karim Wade aujourd'hui. Justement, le simple fait qu'on agite la question de l'amnistie montre qu'il est quasiment impossible de dire qu'il n'y a pas de politique dans ce qui s'est passé au niveau, pour le cas de Khalifa Sall, de Karim et les autres. Et je pense que, comme Madi vient de dire, on a trop politisé le débat. On a trop politisé le débat parce que, effectivement, moi je pense que, comme on dit en anglais, quand un événement se pose, ce qu'on doit se poser est what's in for whom. Qui a gagné politiquement?
avec la condamnation de Khalifa Sall, qui a gagné politiquement avec l'exclusion de Karim Wade, c'est évidemment le président Macky Sall. Donc on ne peut pas enlever la politique de ce qui s'est passé. Ça, c'est évident. On ne peut pas convaincre les Sénégalais par des technicalités, l'indépendance de la justice, l'indépendance de la magistrature, etc., etc. La réalité politique, c'est que quelqu'un en a bénéficié. Celui qui en a bénéficié, si on le soupçonne ou d'être à la base, ou bien en tout cas de l'encourager, ce serait un argument qu'on ne peut pas écarter. Et la politisation continue parce qu'au niveau de l'opposition aussi, même si quelqu'un est accusé d'avoir volé un coq, on va tout de suite dire c'est Macky Sall qui a envoyé le coq dans ma maison pour me faire condamner. Donc ce débat-là, je pense que les hommes politiques de ce pays doivent le prendre très au sérieux pour crédibiliser la justice, parce que depuis le président Abdoulaye Wade, même avant le président Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, combien de fois, et quand les choses posaient problème, quand il y avait des manifestations dans la rue, on n'a aucune preuve qu'Abdoulaye Wade et le président Abdoulaye Wade, à l'époque maître Abdoulaye Wade, était impliqué. On le met en prison en attendant de savoir s'il est impliqué ou non. Le président Abdoulaye Wade lui-même, première crise avec Idrissa Seck, on nous fabrique qu'il est passé par Sandaga, donc atteinte à la sûreté de l'État. Et le cas de Karim Wade, beaucoup plus complexe, mais toujours politique. Le cas de Khalifa Sall, beaucoup plus complexe, mais toujours politique. Je pense que nous avons un intérêt à remettre ce débat-là sur le tapis. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de judiciarisation de la chose politique au Sénégal depuis Mamadou Dia et Senghor jusqu'à présent? C'est toujours un levier que les gouvernants utilisent par rapport à l'opposition, vice-versa. Je suis d'accord, surtout que je suis en train exactement de confirmer ce que vous venez de dire. Dans les autres pays, à l'époque, on réglait le problème avec les armes. On dit les ennemis du peuple ont été passés par les armes à l'aube, etc. Mais c'est toujours utiliser le pouvoir régalien de l'État, la puissance publique entre les mains d'hommes politiques pour régler des problèmes, depuis le cas du président Mamadou Dia, etc. Cela est un phénomène qu'il faut vraiment poser sur la table. Si nous ne voulons pas que finalement ce qui restait de la crédibilité de notre système judiciaire ne tombe, on doit le faire. Si on ne le fait pas, on finira un jour par payer un prix énorme. Mais est-ce qu'il est probable amnistie pour Karim Wade ou bien Khalifa Sall pour rebattre les cartes politiques au Sénégal pour la prochaine présidentielle? Oui, je pense que ce serait un signal fort. Ce serait un signal fort si le président décidait de... Pour l'instant, on parle de grâce, mais on ne parle pas d'amnistie. Ça veut dire que les effets des condamnations restent là. Et je vous rappelle quand même que si on prend le cas de Karim Wade, il a été gracié pour sa peine de prison, mais rappelez-vous quand même qu'il a une amende absolument colossale qui vient de sa condamnation en 2015, et que cette condamnation n'a pas du tout été purgée. Parce que la somme est tellement importante que lui-même, je pense, ne pourrait même pas s'en acquitter. Et deux, parce que si demain Karim Wade remettait un pied, on a souvent parlé de son retour et ce retour n'a jamais eu lieu, mais il faut dire que si Karim Wade remettait le pied au Sénégal, l'État pourrait lui exiger cette somme, et dans l'incapacité de la payer, on pourrait avoir ce qu'on appelle la contrainte par corps, c'est-à-dire de retourner en prison pour payer cette somme. Donc, je veux dire, là, il n'y a que Macky Sall qui peut décider, savoir si c'est opportun, pas opportun, et de sonder son propre camp. Mais il est bien évident que si jamais pour les personnalités politiques qui ont été poursuivies par l'État, ça a été le cas pour Khalifa Sall suite à un rapport de l'inspection générale d'État, et ça a été le cas pour Karim Wade suite à la procédure devant la CREI, bien évidemment, si là on passait à l'amnistie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun effet de la condamnation, ça remettrait les compteurs à zéro, et ça donnerait, je pense, le signal de quelque chose qui est: nous ne cherchons pas à utiliser la justice pour éliminer des opposants politiques. Je ne pense pas que ça puisse faire du mal. Voilà, parce que là, je termine en disant qu'on a le débat sur le troisième mandat qui agite les gens, on a le débat sur les procédures judiciaires qui empêchent certains candidats de se présenter aux élections. Je veux dire, on n'avait pas vu un aussi faible nombre de candidats en 2019, on n'avait pas vu ça, je crois, depuis la fin des années 70. Entre les gens qui ont été invalidés par la justice et les gens qui ont été invalidés pour raison de parrainage, on se retrouvait avec 5 candidats. Bon, ça commençait à donner l'impression d'une régression par rapport à 2012. Voilà. Donc maintenant, ça, il n'y a que le président qui puisse décider quel type d'impulsion il veut donner. Il est maître du jeu.
pour ce qui concernerait une éventuelle amnistie. Oui, il y a aussi dans Babou qui a noté tout à l'heure un phénomène. Quand on est opposant, on fait une infraction de droit commun, on dit oui, c'est politique, c'est un complot aussi. Oui, alors bien sûr, le problème c'est que ça crée justement une espèce de doute dont peuvent s'emparer des gens de mauvaise foi. Nous, journalistes, ça peut nous arriver de commenter en interprétant peut-être abusivement parfois. Mais le problème, c'est qu'il y a eu, et ça, c'est un fait acquis. Je vous ai dit que j'avais fait un dénombrement qui était déjà colossal en 2015, mais entre-temps, il y a eu les procédures contre Khalifa Sall, il y a eu d'autres procédures, etc., etc. Donc, il est vrai que dans un système politique où vous avez autant de gens, et puis n'oublions pas une chose, c'est que les procédures judiciaires ne concernent que des gens qui sont dans l'opposition. S'il y avait une espèce de grand ménage judiciaire sur des hommes politiques, des femmes politiques, pour des raisons de détournement financier ou autres, etc., qui visait de manière relativement équitable des gens de la majorité, parce qu'on peut faire le ménage. Le ménage, on commence par le faire chez soi, pas chez le voisin. Voilà. Donc si jamais il y avait un ménage qui était global, on pourrait se dire, il y a une vraie volonté, il y a une intransigeance du régime. Voilà. Le problème, c'est que ça tombe toujours, les procédures judiciaires, sur le camp de l'opposition. Oui, dans l'émission de Mamoudou Ibra Kane, il a invité aujourd'hui la Seynabou Ndiaye Diakhaté, la patronne de l'OFNAC, qui dit qu'il y a 30 dossiers qui sont sur la table du procureur. Oui. Jusqu'à présent, on ne bouge pas. Oui, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas juriste, je ne sais pas quels sont le temps qu'il faut pour les procédures et autres. Mais comme mon ami vient de le dire, même du temps du président Abdoulaye Wade, au début, tout au moins, on a essayé quand même d'équilibrer. On se souvient bien que quelqu'un comme Salif Ba et autres, ils étaient dans le camp présidentiel quand ils ont été pris et emprisonnés pour des supposés faits de prévarication, etc. Je pense que c'est important effectivement de soulever cette question. Mais maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de manière fondamentale qu'on doit trouver une séparation nette, aussi bien dans les faits que dans les comportements, que du point de vue de l'effet psychologique sur les Sénégalais, pour dire que quand on vous prend et on vous amène en prison, c'est parce que justement vous méritez d'être pris et non c'est parce que c'est pour faire plaisir à Massamba ou à Mademba. Je pense que cette question est une question fondamentale. Vous parlez d'amnistie aujourd'hui, malheureusement, à cause de cette politisation à outrance, même si on faisait aujourd'hui prendre une décision d'amnistier Khalifa Sall et Karim Wade et autres, le premier commentaire sera probablement c'est pour déstabiliser Sonko. Vous voyez, ça nous amène encore à la politisation des faits juridiques et des faits judiciaires. Je pense que c'est une question fondamentale que l'élite qui dirige ce pays-là doit organiser un débat profond au-delà du président actuel ou du président qui va le remplacer, etc., etc. Le Sénégal, à l'Union africaine, prenant la présidence de l'Union africaine aujourd'hui, beaucoup de dossiers sur la table. Il y a d'abord le conflit en Éthiopie qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui. Comment ces questions doivent être gérées? Il y a le Mali à côté, il y a la Guinée à côté qui sont exclus. Aujourd'hui même, les États-Unis ont exclu la Guinée et le Mali de l'AGOA pour dire que la démocratie ne fonctionne pas dans ces pays-là. Il y a les assises maliennes qui disent que le mandat, ils pourront être là pendant 5 ans après pour faire un mandat. Il y a des problèmes en Afrique aujourd'hui. Franchement, il y avait de meilleures années, je pense, pour le président Macky Sall pour prendre la présidence de l'Union africaine. Ça ne va pas être une sinécure. Moi, j'en ai fait donc l'ouverture d'un numéro de Jeune Afrique là, il y a à peine quelques semaines, où j'essaye de passer en revue effectivement ce que moi j'ai identifié comme deux facettes, c'est-à-dire que le Sénégal a, depuis l'indépendance, une espèce de parcours, on va dire, exemplaire. On vient d'évoquer, il y a bien sûr toujours des tâches quelque part sur la nappe, mais je veux dire qu'un pays qui s'est quand même inscrit dans un processus démocratique, qui est allé quand même en s'améliorant, de parti unique au multipartisme modéré, puis au multipartisme intégral, et surtout, jamais de coup d'État. Et préserver, si on accepte la rébellion, appelons-la la guerre si on veut, en Casamance, mais globalement un pays qui est en paix, etc. Alors c'est vrai que de par cette exemplarité démocratique et de par cette exemplarité sur le plan sécuritaire, le Sénégal a une voix qui compte sur le continent. Mais par contre, le président Macky Sall va se retrouver confronté à un nombre de crises, effectivement, qui vont de sa région
même de ses propres frontières. Et on sait que la Gambie, ça peut aussi être un facteur d'instabilité, même si Dieu merci, pour l'instant c'est pas le cas. Mais bon, la Guinée-Bissau n'a jamais brillé par la stabilité politique sur la très longue durée. La Gambie, on sait que ça peut être aussi compliqué. Et puis bien évidemment, il y a les deux voisins qui sont aujourd'hui avec les militaires à leur tête, la Guinée, Conakry et le Mali. Et puis ça va l'Éthiopie, comme vous l'avez dit, Alassane, et puis ça va jusqu'au Mozambique. Donc, eh bien oui, c'est un enjeu. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la raison officielle qui a été donnée pour le retour du Premier ministre qui avait été supprimé en 2019, eh ben, alors... Bon, après, on peut ironiser, parce qu'on aurait pu s'en douter avant que quand même un Premier ministre, ça servait à quelque chose. Mais en tout cas, la raison qui a été donnée, c'est que l'énergie, le temps que Macky Sall va devoir consacrer à cette fonction de la présidence tournante de l'Union africaine nécessite qu'il y ait quelqu'un qui tienne la boutique, un second qui tienne la boutique au Sénégal. Donc oui, ça va être un gros défi. On n'est pas dans une période facile pour prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Ouais, les dossiers d'ailleurs sous-régionaux avec le Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie, qui est encore en convalescence. On ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas, à côté. Comment gérer ces dossiers-là? Je pense qu'effectivement, le président Macky Sall aura très peu de repos durant l'année qui vient. En particulier avec les dossiers dont on parlait. Hier, le ministre des Affaires étrangères du Mali est allé rencontrer les gens de la CEDEAO pour proposer carrément 5 ans avant l'élection présidentielle et organiser toutes les autres élections avant d'y arriver. Cela veut dire que ça fait 6 ans et demi que les militaires comptent rester au pouvoir s'ils quitteront dans 5 ans. Et ça, pour moi, c'est simplement, si l'Afrique acceptait ça aujourd'hui, c'est réautoriser les coups d'État en Afrique. Et de dire, comme on avait dit dans les années 60 au début, qu'il y a trop de démocratie. Et la CEDEAO a convoqué un sommet extraordinaire dans les prochains jours sur le Mali. Voilà, exactement. Et j'imagine que le modèle doit être très alléchant pour la Guinée. Si le Mali réussit à dire on m'a autorisé à rester 5 ans en attendant de mener les réformes constitutionnelles, en attendant de mener des référendums et des élections territoriales, locales, c'est OK, les militaires africains, vous pouvez revenir, nous avons échoué. Ce serait ça le message direct. Donc je pense que l'année qui vient peut être importante pour le président Macky Sall. Et j'avoue quand même que si on regarde aujourd'hui sur le continent, on verra très probablement, on verra difficilement un pays qui a plus de crédibilité que le Sénégal pour gérer des dossiers comme ça. Et il y en a d'autres aussi sérieux ou bien même plus sérieux. Regardez, la frontière entre l'Éthiopie et l'Égypte avec la question de l'eau. Le barrage. Ça, qui peut amener carrément un conflit armé. Donc aujourd'hui, si l'Éthiopie est en train d'être affaiblie par des problèmes internes, l'Égypte aura moins d'intérêt à négocier en faisant des concessions importantes. Donc ça aussi, c'est un grand dossier. Mais peut-être que si je pourrais m'autoriser, c'est de dire à l'entourage du président Macky Sall, il faut aussi éviter de trop promettre. Ce n'est pas un président africain qui prendra des décrets. C'est un président en exercice qui dirigera des débats et des négociations, pas des décisions à prendre. Trop promettre, à la fin, le bilan peut apparaître très mince, même si c'est un bilan important. Je pense qu'il faut faire attention pour dire que le président qui règle les problèmes de l'Afrique et surtout de la sous-région est là, qui prendra donc les rênes de l'Afrique. Ce ne sont pas les rênes de l'Afrique qu'il prendra. Il dirigera les discussions entre chefs d'État, entre États. Il faut éviter de trop promettre dans ce sens-là. Surtout la question de la Guinée-Conakry et celle du Mali, qui sont des questions de premier plan pour le Sénégal, où l'armée sénégalaise, dans le cadre de la MINUSMA, est très présente en Guinée, au Mali. Guinée-Conakry, vous avez pratiquement 4 millions de Guinéens qui sont ici au Sénégal, qui vivent. Il y a de réels soucis. Oui, c'est d'autant plus difficile pour un président sénégalais d'avoir à gérer ces dossiers sécuritaires, parce que c'est des dossiers qui relèvent de la souveraineté des États, mais d'États voisins. Et
d'États, comme vous venez de le rappeler, où il y a des interconnexions qui sont essentielles. Des communautés dans les deux pays, des Sénégalais au Mali, des Guinéens au Sénégal, etc. Donc c'est pas facile, parce que bien évidemment Macky Sall va devoir être soucieux de ne pas se fâcher avec des partenaires qui sont des partenaires essentiels, et donc de ménager à la fois ses conceptions démocratiques et en même temps le fait que quand vous avez un interlocuteur qui a pris le pouvoir, la personne qui est votre interlocuteur, c'est celui qui a pris le pouvoir. Et donc c'est vrai que c'est pas seulement qu'il va surplomber des crises. J'imagine que pour Macky Sall, se positionner sur une crise en Afrique centrale ou en Afrique australe lui permet d'avoir plus de distance. Mais là, on est vraiment dans les choses sont complètement imbriquées. Voilà, il y a quand même 2 pays limitrophes du Sénégal qui ont des connexions multiples avec le Sénégal et qui sont des pays extrêmement importants de la sous-région, qui se retrouvent dans les situations qu'on connaît. Et Macky Sall, qualité en tant que président momentané de l'Union africaine, va devoir arbitrer ça. Et puis, il va y avoir aussi l'emboîtement entre le rôle de la CEDEAO, parce que la CEDEAO, dans ces crises régionales, joue un rôle quand même, ça ne veut pas dire qu'elle fait des miracles, mais en tout cas, elle est directement associée. Et donc, Macky Sall, qualité, va se retrouver à la fois président du Sénégal, membre éminent de la CEDEAO, et il prend la présidence tournante de l'UA, et il va devoir arbitrer des crises profondes avec 2 de ses pays voisins. C'est pas une situation facile. Au Mali, où ça se complique, où depuis quelque temps on dit que les Russes sont en train de s'installer avec le groupe Wagner, où Barkhane, la force française est en train un peu de lâcher un peu de l'Est à Gao, parce que ce matin on a même entendu un reportage vérifié à Gao où les populations parlent un peu de la même française entre autres. Est-ce que tous ces problèmes-là ne sont pas des problèmes plus voisins que ceux de l'Union africaine? Bon, moi, je pense que ça peut être dur comme jugement, mais ce que je vois, c'est qu'un État s'est affaissé à la porte, devant la maison Sénégal. C'est ça le problème, ce n'est plus une question simplement politique de crise profonde. C'est un État qui n'est plus là. C'est ça qui s'est passé. Et les Français qui considèrent jusqu'à maintenant un peu l'Afrique francophone comme leur arrière-cour. Et même quand vous êtes aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, on vous dit toujours que la France est primitive des dossiers du Mali, du Sénégal, de la Gambie, etc. Donc la France qui voit son influence aussi bien politique que militaire s'affaiblir. Et ça a commencé par là où on s'y attendait le moins, en Centrafrique par exemple. Probablement les Français pouvaient penser que ça pouvait venir de n'importe où, sauf de la Centrafrique où la Russie s'installe. Cela veut dire qu'on est presque revenu à cette mentalité de guerre froide. Les Russes cherchent des poches où l'Occident est faible, elles s'installent. Donc la crise est encore réexportée. Et ça, c'est très très préoccupant pour moi. Ouais. La situation au Mali avec Wagner qui s'installe, Barkhane qui essaie de bouger un peu, et les gens qui fouettent le sentiment national au Mali, entre autres. Tout ça, c'est un cocktail. Oui, et puis je voudrais aussi rappeler une chose, c'est que la France a bien sûr une place importante dans ce dispositif, et que la France va vers vers une élection présidentielle à très brève échéance, dans laquelle, pas besoin de vous faire un dessin, il y a une gauche qui est très affaiblie en France, il y a un Front National qui est de plus en plus puissant, et puis il y a une espèce de trublion là qui vient d'apparaître, Éric Zemmour, qui a quand même des prises d'opposition qui, si vous voulez, dans le cadre de la diplomatie française avec l'Afrique au sens large, allez savoir de quoi demain sera fait. Donc oui, bien évidemment, tous ces jeux, vous savez, l'influence, les choses ne sont pas figées. On a vécu pendant des années, donc des fois ça nous reste comme si c'était quelque chose comme ça pour l'éternité. On a vécu avec l'influence française en Afrique, ce qu'on a appelé la France-Afrique, etc. Et puis on voit qu'il y a des opérateurs à la fois économiques, sécuritaires et d'influence, et qui font du soft power ou qui envoient. Donc vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez aussi la Turquie, et le jeu est complètement reconfiguré. Et là on le voit effectivement, on le voit au Mali. Alors il y a cette histoire là du groupe Wagner qui cristallise en ce moment l'intérêt, mais les luttes d'influence aujourd'hui, le jeu est beaucoup plus ouvert qu'il ne l'a été du temps de ce qu'on appelait la France-Afrique. Oui. Et ces luttes se font au moment où il y a une jeunesse africaine qui bouge un peu, qui demande un peu beaucoup plus de liberté, beaucoup de souveraineté des pays africains. France dégage au Sénégal, le mouvement au Mali, un peu partout en Afrique. C'est simplement le fait que
Ça, on revient à des questions beaucoup plus fondamentales. C'est que nos États ne sont pas viables tels quels. Et la jeunesse est pressée. Ses besoins ne sont pas pris en charge. Donc la revendication de celle-ci, les revendications de cette jeunesse-là, prend des formes, échange d'un lieu à un autre, d'une époque à une autre, mais c'est toujours l'absence du fait que nous n'avons pas encore imaginé des politiques publiques qui prennent en charge les besoins de cette jeunesse-là. Et cette jeunesse-là est beaucoup plus pressée que les jeunes d'il y a de cela 20 ans et d'il y a de cela 30 ans, parce que simplement le monde est beaucoup plus ouvert sur tous les plans. Donc je pense que c'est très très sérieux cette bombe jeunesse-là qui peut constituer une opportunité si elle était mise au travail, mais si on ne la met pas au travail, elle se mettra à la destruction. Est-ce que cette faille, justement au niveau de la jeunesse, peut faire le lit de tous les gens qui viennent de l'extérieur? Là, je ne saurais pas bien vous répondre, Alassane. Je ne sais pas. Moi, je pense que là, on est vraiment dans des jeux. Moi, ce qui me frappe plus, alors je suis désolé, je me pose la question à moi-même, mais c'est vrai que, si vous voulez, c'est quand même très préoccupant. Bon, là, on a parlé tout à l'heure du débat sur le 3e mandat au Sénégal. On se rend compte que c'est quand même presque de la rigolade quand on voit à quoi on est confronté sur la question des échéances électorales. Enfin, je veux dire, quand on a les bérets verts ou rouges ou de n'importe quelle couleur qui se mettent à prendre le pouvoir dans une zone qui, pour certains pays, est déjà précaire, comme le Mali. Mais est-ce que c'est l'échec des dirigeants africains, justement, que les militaires prennent le pouvoir? Ça veut dire que la classe politique n'a pas réussi. Ah oui, non, mais de toute façon, on sait très bien que dans le cas de la Guinée, par exemple, Alpha Condé a brigué le mandat de trop. La seule légitimité dont pouvaient se prévaloir Doumbouya et compagnie lorsqu'ils ont dégagé Alpha Condé du pouvoir, c'est que Alpha Condé a joué. Justement, c'est pour ça que le Sénégal jusqu'à présent est préservé, mais il ne faut pas jouer, faut faire attention. C'est un peu comme la roulette russe, ces histoires de 3e mandat ou de mandat excessif ou de mandat de trop ou de contourner une constitution qu'on a soi-même fait adopter, parce qu'en général, ceux qui la contournent. La Côte d'Ivoire a échappé au problème, même si Alassane Ouattara s'est représenté, mais le problème aurait pu se poser en Côte d'Ivoire. Et on n'est jamais à l'abri de ce genre de réaction. Je veux dire, il y a toujours un prétexte. Si vous reprenez l'histoire du Mali, l'histoire politique du Mali depuis 2012 et depuis ATT, il y a toujours un prétexte, si vous voulez, qui donne, dont peuvent se prévaloir les militaires qui vous chassent un président du pouvoir. Donc, il est bien évident que là, c'est pas du tout rassurant. Et comme en plus on est dans une zone, le Sahel, où le Sénégal, autre exception sénégalaise d'avoir été préservé des attentats terroristes, mais il est bien évident que quand vous êtes dans une zone où il peut y avoir des groupuscules, des groupes, et que vous êtes dans des pays instables, et que vous êtes dans des zones comme ça où l'état de droit a reculé, bien évidemment, on est dans une situation qui devient préoccupante pour le Sénégal, parce qu'on ne peut pas être entouré de pays comme ça dans l'instabilité et géré par des bérets rouges ou verts, et demain, vous pouvez avoir un officier qui va renverser l'officier précédent, etc., etc. Donc c'est vrai que là, il y a un vrai gros enjeu, et Macky Sall est aux premières loges pour ça, à la fois pour son rôle à la CEDEAO et pour son rôle à la tête de l'Union africaine. Est-ce que ces coups d'État un peu en Afrique de l'Ouest est une consécration de l'échec de leadership dans la sous-région? La réponse pour moi est oui. Et oui, aussi simplement. Parce que les militaires prennent toujours prétexte, comme il a dit. Au Mali, c'était les religieux qui avaient offert leur service, qui n'ont pas voulu aller jusqu'au bout, déstabiliser le président, le faire chasser par la rue, et sans ramasser le pouvoir. Il fallait bien sûr que quelqu'un soit là pour ramasser le pouvoir. Ibeka n'a pas été chassé par les militaires, c'est la rue. Donc, en Guinée, la configuration sociologique est telle que c'était très difficile que ce soit la rue, parce qu'il y a toujours une partie de la rue qui fait face à l'autre. Mais malgré tout, avec une instabilité comme ça peut prendre la forme d'un coup d'État, ça peut prendre la forme d'une révolte, ça peut prendre d'autres formes. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions, quand quelqu'un demande à ce qu'on lui confie la responsabilité du pays, la gestion du pays, c'est son devoir de régler les problèmes du pays. Si vous ne réglez pas les problèmes, s'il y a une catastrophe, c'est vous qui êtes responsable. Effectivement, c'est l'échec des politiques qui se manifeste aujourd'hui sous forme de coup d'État ici, sous forme de révolte ailleurs, etc. Mais c'est toujours l'échec.
Voilà, le temps que nous ayons imparti est terminé. Merci infiniment à Mediba, journaliste à Jeune Afrique. Merci à Dan Babou, qui est aussi journaliste correspondant de Groupe Sud Communication aux États-Unis. À la technique, Biran Sissé et Miko Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous et bonne année à tous. Vous écoutez